Dans le dernier épisode, nos amis avaient fait une macabre découverte au sous-sol de la maison abandonnée. Bien décidés à attraper le coupable en flagrant délit, ils avaient décidé de passer la nuit sur place afin de découvrir qui venait ici au petit matin. Vont-ils avoir enfin le fin mot de toute cette histoire ? Vont-ils apaiser les tensions qu'ils ont créées avec les dockers ? Vont-ils récupérer les 2 chevaux qui leur manquent ? On le saura bientôt. La séance commence sur une distribution de nourriture entre tout ce qu'ils ont volé dans la maison. Les fromages et le jambon, entre autres. Ils se font un bon petit repas dans le salon. Ils passent une nuit tranquille, en instaurant des quarts, mais au petit matin, personne n'est encore arrivé. À nouveau, ils consomment un peu de nourriture tout en se réveillant tranquillement. Tout en parlant, Théus les informe de la dernière mission qu'il a acceptée au village. Elle a été confiée par la fille du maire, mais il ne leur dit pas en quoi elle consiste. Il leur rappelle également de ne pas oublier de chercher la bague. Il n'a pas trop envie de continuer à explorer la maison car elle lui fait peur. Personne ne prête attention à ses craintes, et les aventuriers ont réellement envie de trouver les tâches qui leur manquent. Néanmoins, ils ne veulent pas manquer l'arrivée du criminel, et Maylin décide d'aller se poster sur le balcon afin d'avoir une bonne vue sur l'eau, au cas où quelqu'un plongerait, sans se mettre pour autant en danger. Les autres se rendent au 2e étage, dans la bibliothèque, mais Romane insiste pour aller dans la salle d'exposition, car elle possédait la seule poignée de porte sans poussière, et il pense que si quelqu'un vient régulièrement dans cette pièce, c'est qu'il y a une bonne raison. Siran retire tous les livres et les met au sol sans rien trouver de particulier. Finalement, Romane se fait entendre et tous se rendent dans la salle d'exposition. Ils relisent les lettres qu'ils ont trouvées la veille afin d'y chercher des indices. Acario se décide enfin à regarder les tableaux qui sont accrochés au mur de la salle. Il y en a 4. Le premier représente un berger qui ramène ses moutons en haut d'une colline. Il est de très petite taille. Le second représente une potion bleue en gros plan. Il prend la moitié d'un mur de large et toute sa hauteur. Le troisième est une peinture de la maison abandonnée de taille moyenne. Et le dernier est une nature morte assez petite. Siran décroche le premier tableau mais ne trouve rien. Romane décroche le dernier avec le même résultat. Acario fait pivoter le plus grand et découvre un grand trou dans le mur. Au-dessus, une phrase est gravée. « Pose-nous dans le bon ordre et nous ouvrirons la porte pour toi. Ne te trompe pas ou jamais tu ne sortiras. » En dessous de la phrase, il y a 4 piédestaux, vides, et derrière eux, une porte noire, sans serrure, ni poignée. Par acquis de conscience, Romane décroche le seul tableau qui reste, et il a l'agréable surprise d'y trouver un petit coffre fermé. Acario est déçu que sa clé ne corresponde pas. Ils appellent Maylin pour qu'elle vienne tester la sienne, mais elle est tout aussi inefficace. Mélève ne se laisse pas démonter et crochette sans difficulté la serrure. Elle découvre un nouveau parchemin magique dedans. Cette fois-ci, c'est un parchemin de vision, qui a la capacité de donner la vision dans le noir à tout le groupe pour une durée de 24 heures. Elle l'offre à Siran. Acario veut retourner voir l'apothicaire pour qu'il crée les potions de bavacide de Zapingo, mais Maylin n'est pas sereine. Elle pense qu'il était un concurrent de Freyne et qu'il pourrait être le coupable qu'il cherche. Elle a peur qu'il s'en prenne à Acario si celui-ci va le voir pour cette potion. Mais Romane lui signale que l'apothicaire n'a aucun intérêt à préparer les potions dans un laboratoire aussi difficile d'accès alors qu'il a son propre matériel dans sa boutique. Maylin rétorque qu'au vu des ingrédients immondes, à savoir des parties de corps de races différentes, retrouvées dans le laboratoire, ce ne serait pas surprenant qu'il veuille se cacher. Je vous épargne les 2 argumentaires de plus en plus farfelus, il y en a pour un bon quart d'heure. Juste après, Maylin se met à comparer l'écriture de la lettre qu'ils avaient trouvée dans la table de nuit de l'une des chambres. Elle correspond aux 4 premières lettres trouvées dans le bureau, mais pas aux 2 dernières. Ils tombent d'accord sur le fait que les 2 dernières lettres sont écrites par Freyne, alors que toutes les autres le seraient par son potentiel assassin. Ils n'arrivent juste pas à se mettre d'accord sur son identité. Acario pense qu'il s'agit du contremaître, Maylin de l'apothicaire, quant à Siran, il émet l'idée que ça pourrait être Xbagor, la gobeline mage. Théus leur rappelle que qui que ce soit, cette personne n'a sans doute pas réussi à recréer la potion de Freyne, et qu'il ne faut pas forcément chercher quelqu'un d'intelligent. La seule personne qu'ils écartent de leur liste de suspects, c'est le maire, car il est mentionné à la fois par Freyne et par son assassin dans chacune de leurs lettres. Après un bon moment de discussion, Siran va sur le balcon et crie le mot « Aletna » de toutes ses forces. Pour rappel, il essaye de comprendre l'énigme « Je suis le plus léger, mais je passe en dernier, porté par Aletna au balcon, on me trouvera ». Jusqu'à présent, nos amis pensent qu'il s'agit d'un prénom, mais ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui le porte à Rocher-sous-Bois. Malheureusement, son plan n'apporte aucun résultat. Et les voilà repartis pour débattre à nouveau de l'innocence ou de la culpabilité de l'alchimiste.
Roman redirige les soupçons sur Adio, l'aventurier qui ne voulait pas accomplir cette mission à la base. Théut boude un peu parce qu'il adore Adio. Méline inspecte les piédestaux qu'ils ont découverts. Elle ressent une petite aura magique, comme s'ils avaient été ensorcelés. Sur le deuxième, la pierre est un peu creusée, comme si elle avait été rongée. Les autres n'ont rien de particulier. Elle se concentre sur l'aura et elle déduit que c'est un sort qui n'est pas extrêmement puissant, mais qui semble agir sur l'ouverture de la porte. Ils en déduisent qu'en posant les bons objets au bon endroit, la porte va s'ouvrir. Ils se concentrent maintenant sur le 3e paragraphe du parchemin de l'énigme. Elle est faite pour mon pied, personne ne voudra me la voler. Et ils pensent qu'il s'agit d'une des chaussures du nain. Siran essaye de modifier les lettres du mot Aletna pour former un autre mot, mais il ne trouve pas. Comme son idée est bonne, je lui demande de faire un jet d'intelligence pour l'aider. Mais malheureusement, il le rate. Pendant ce temps, Akario est arrivé chez l'apothicaire. Il lui annonce qu'ils ont trouvé les potions de bave de Zapingo. Erban est enthousiaste et souhaite lui acheter son stock. Akario refuse, mais demande plutôt à acheter des potions d'acidité et que l'apothicaire fasse lui-même le mélange afin d'être certain que ce ne soit pas raté cette fois-ci. Une demi-heure plus tard, pour 3 pièces d'or, Akario obtient 2 potions de bave acide de Zapingo. Retour à la maison abandonnée. Siran tente à nouveau de déchiffrer l'anagramme et réussit un jet d'intelligence. Bon, à la base ça devait être résolu sans aucune aide. Mais j'ai compris qu'ils n'abandonneraient pas quitte à passer 10 séances entières dans la maison. Alors je vais les aider un peu. Du coup je l'informe de continuer dans cette voie et de chercher un anagramme d'Aletna qu'il a déjà vu il y a peu de temps. Alors que Méline écoute les bruits de la maison, Siran s'aperçoit également qu'elle possède une oreille pointue. Il fait le lien avec le fait qu'elle a la meilleure ouïe. À ce stade, personne dans le groupe ne savait que Méline était une elfe, et elle refuse de leur montrer ses oreilles pour confirmer les soupçons de Siran. Notre érudit souhaite mettre en confiance son ami, car même si la République d'où il vient est en guerre avec les royaumes elfiques, il n'a que faire de ça, et n'a rien du tout contre son peuple. Méline se dérobe quand même à nouveau. Pendant leur discussion, comme je ne comprenais pas que Siran ne trouve pas l'anagramme, j'ai jeté un coup d'œil à ses notes et j'ai corrigé une faute d'orthographe au mot « Antela », qui se trouve dans la table des matières de son livre sur les animaux de Morentia. Je l'informe après que s'il trouve la faute que j'ai corrigée, il aura résolu l'énigme. Ils commencent à partir n'importe où dans leur réflexion. Je vous en cite quelques-unes en vrac. Il faudrait la bague du prince pour ouvrir la porte, que la femme de l'aubergiste a peut-être été tuée aussi, que le nom de Freyn, Hache de la Lanterne, ne serait pas son vrai nom. Et puis soudain, Siran relit les tables des matières de ses livres et remarque le mot « Antela », qui est bien l'anagramme d'Aletna. Il s'agit simplement du même mot à l'envers. Je vous lis le chapitre qui correspond dans son livre. Antela. Joli petit oiseau. Il est très rapide et c'est difficile de les apercevoir plus de quelques secondes. Aussi petit qu'un moineau, on dit que ses plumes sont les plus légères. Il peut être bleu, vert, rouge ou même jaune. De nature craintive, il n'est pas dur de les amadouer. Le pain dur et rassis est leur mets favori. Méline en avait découvert lors de la première session mais ne l'avait pas pris. Le problème c'est qu'aucun d'eux ne se souvient de l'endroit. Pour les aider, Théus court à la cuisine et leur ramène le pain rassis qui s'y trouvait. Siran va déposer un morceau de pain sur le balcon pendant que Méline part chercher une chaussure et une chaussette dans la chambre où tous les vêtements sont éparpillés. Entre-temps, Akario est revenu. Il leur manque donc un seul paragraphe à déchiffrer. Siran voudrait découper une oreille de Méline, mais cette dernière leur rappelle qu'Akario avait confisqué celle que Siran avait trouvée au sous-sol. Il retourne voir si leur appât a fonctionné et ramasse plusieurs plumes. Ils ont à présent les 4 éléments qui peuvent permettre d'ouvrir la porte noire de la salle d'exposition. Ils posent les objets sur les piédestaux dans l'ordre suivant. Oreille d'elfe, potion acide de Zapingo, chaussures, puis plumes. Et la porte s'ouvre. Derrière, un escalier qui monte à l'étage. Théus souhaite rester en bas car il a peur des animaux qui pourraient être présents plus haut. Avant de monter, il cherche ce qui pourrait les aider à amadouer les bêtes féroces. Pour le clou Tudor, ils ont un latmite. Pour l'alpelope, ils ont du raisin. Par contre, ils ne savent pas comment faire pour le spaken. Ils émettent l'idée de s'habiller comme le nain, car dans l'une des lettres, il est écrit que le spaken n'aime que la personne qui l'a écrite. Mais, entre-temps, ils oublient que l'écriture correspond à l'assassin, et non pas à Freyn. Siran est le plus petit. Il s'habille avec les vêtements de la chambre saccagée en les déchirant à moitié pour pouvoir rentrer dedans. Méline lui donne également le chapeau plein de guêpes qu'elle avait volé dans cette même maison.
Nos amis s'apprêtent à monter lorsque Roman les en empêche car il vient de se souvenir du problème concernant les écritures des lettres. Il la relit et s'aperçoit qu'il faut aussi donner au Spaken son repas favori. Il décide malgré tout de prendre le risque et ils montent à l'étage. Ils arrivent dans un bureau qui a connu beaucoup de passages récemment. Cette salle possède une cheminée, un bureau, un fauteuil ainsi que des étagères. Il y a également 2 portes côte à côte à l'autre bout de la pièce. Ils arrivent à peine lorsqu'ils entendent un rugissement furieux très proche d'eux. Siran examine la cheminée. Il arrive à dater la dernière utilisation à la veille. Il commence à se demander s'il n'y avait pas quelqu'un pendant leur première visite de la maison. Meilin fait tomber des potions d'une étagère en voulant la fouiller. Une potion acide tombe sur son pied et lui brûle la cheville. Roman fouille le bureau et trouve beaucoup de notes d'alchimie. Il y a une liste d'ingrédients. Cette liste n'indique presque exclusivement que des morceaux de corps de diverses races mortelles. Ces notes comprennent beaucoup de ratures, ainsi que la phrase « Quel est le dernier ingrédient ?» Siran prend la feuille et compare les écritures. Il voit qu'il s'agit de celle de l'assassin, et non celle de Freyne. Meilin aimerait demander à chacun de leurs suspects d'écrire une phrase sur un morceau de papier afin de confondre le coupable. Siran, lui, il a une autre méthode. Dans une des lettres, le coupable avoue qu'à force de poser des questions au village, les gens commençaient à le prendre pour un fou. Notre érudit pense que cela aura marqué les habitants et qu'ils pourront leur dire qui posait des questions sur Aletna au balcon. Meilin redescend demander à Théus s'il connaît la réponse. Le petit garçon lui dit que non, mais il a déjà entendu le tavernier et la cuisinière se moquer de quelqu'un qu'il juge fou. Il ignore juste qui. Acario examine les potions sur les étagères. Il remarque que la majorité sont des échecs. La plupart possèdent des grumeaux, elles sont à moitié coagulées. Il n'y a rien d'utile. Le pirate vole les 2 potions d'acidité restantes, qui sont les seules dans un état correct. Meilin écoute aux 2 portes. Elle n'entend rien qui vient de la première, mais elle est certaine que les animaux sont derrière celle de droite. Il rentre dans la salle qu'il pense sécurisée. C'est une pièce minuscule avec 4 coffres forts. Acario essaye sa clé, et elle fonctionne sur le 2e coffre. Il découvre 8 pièces d'or à l'intérieur. Grâce à son pouvoir, il double la somme qu'il a trouvée. La clé de Meilin ouvre le 4e coffre. Elle trouve un livre qui apprend les bases du langage nain. Acario crochette le 1er coffre. À l'intérieur, il découvre un petit miroir magique qui permet à la personne qui regarde dedans d'oublier les 5 dernières secondes d'une conversation, avec un taux de réussite de 100%, mais un temps de recharge d'1 journée. Petite parenthèse, je vais regretter de leur avoir confié cet objet. Vous allez voir par la suite le nombre incalculable de fois où ils vont l'utiliser. Meilin crochette le dernier coffre. Elle obtient une potion sécuritaire qui permet à la personne qui la boit d'obtenir un point de vie maximum supplémentaire. Pendant qu'ils se disputent sur qui devrait la boire, Acario offre une pièce d'or à chacun de ses compagnons. Du coup, Meilin offre la potion à Acario qui la boit. Roman et Acario sortent leurs armes et décident d'entrer les premiers dans la salle. Ils arrivent dans une pièce avec 3 grosses cages à l'opposé de l'entrée, dans lesquelles un animal différent semble impatient de sortir pour les étriper. Roman jette aussitôt le raisin à travers les barreaux de la cage de l'Alpelope. Acario fait la même chose avec le latmite dans la cage du Clou Tudor. Les 2 animaux ont l'air apaisés et tranquilles, au contraire du Spaken. Ils n'ont aucune idée de la façon de s'y prendre pour l'amadouer. Siran tente de faire résonner le diapason, mais cela ne fonctionne pas. Acario essaye d'observer plus attentivement les cages. Les 3 mangeoires sont vides, donc les animaux doivent être affamés. Il remarque un petit levier dans chacune des cages sur le mur opposé à l'entrée. Se demandant à quoi cela peut servir, il finit par découvrir une trappe sans loquet au plafond au-dessus d'eux. Acario songe à donner le pain frais et Siran plutôt le pain rassis. Finalement, Siran change d'avis, il redescend à la cuisine, prend le pain frais et en jette un morceau au Spaken. Contre toute attente, cela fonctionne. Le Spaken est calmé. Alors je tiens à préciser qu'il y avait plusieurs façons de découvrir son plat préféré. La cuisinière, entre autres, aurait pu fortement les aiguiller, mais ils l'ont fait au total hasard, et cela a fonctionné. Comme quoi, leur instinct est excellent par moments. Meilin a peur que les leviers soient piégés, mais Roman lui fait remarquer que les pièges étaient suffisamment gros, il s'agissait des 3 animaux. Chaque joueur entre dans la cage de l'animal qu'ils ont respectivement nourri, ils abaissent leur levier, et ressortent ensuite en prenant soin de refermer la cage. Pour une fois, ils sont prudents. Meilin a pitié des pauvres animaux qui sont coincés dans leur cage depuis sans doute des mois ou des années. Elle informe les autres qu'il faudra trouver une solution plus tard.
En tout cas, la trappe s'ouvre et une échelle de corde en descend. Les aventuriers montent et découvrent le dernier étage, qui est en fait un grenier. Il y a des malles, des armoires, un bureau, des étagères, etc. Acario ouvre les malles. Il découvre des vieux vêtements de nains, des draps, des rideaux, mais dans l'une d'elles, il découvre une ceinture qui donne plus de points de force à la personne qui la porte. Il l'équipe. Siran regarde les étagères et il découvre une lettre coincée dans un livre. Je vous la lis. Je l'ai tué. Cette maison est maintenant à moi. Je ne l'aime pas, je n'y vivrai pas. Mais il serait trop compliqué de déplacer le laboratoire d'alchimie. Dès que j'aurai trouvé le secret de sa potion, je deviendrai riche et je partirai de cette ville. Faire croire à cet idiot que j'étais son ami aura été long, mais rentable. Vu qu'il n'y a pas de « e » à ami, ils savent qu'il s'agit d'un homme ou de quelqu'un mauvais en orthographe. En tout cas, il s'agit là d'un aveu. Ils conservent donc cette preuve pour plus tard. Roman inspecte le bureau. Il ne trouve rien de particulièrement intéressant dessus ou dedans, mais lorsqu'il se baisse, il découvre par terre une petite broche qui ressemble à une ancre de navire. Acario soulève les lattes de plancher à un endroit où elles étaient mal mises. Il découvre une nouvelle lettre que voici. Ces dockers sont des idiots. Le maire est un idiot cupide. Les magiciens ne valent rien et l'apothicaire est un arnaqueur. Depuis que j'ai dit avoir créé une potion qui va me rendre riche, je vois le vrai visage de ces gens. Comme si j'aurais pu découper des oreilles d'elfe dans une cave. Personne n'est assez cinglé pour le faire. Quoique, j'en connais bien un qui pourrait essayer. Je vais partir d'ici. Seule Heidi mérite mon au revoir. Si un jour quelqu'un découvre cette lettre et habite à nouveau cette maison, sachez 2 choses. Je ne sais pas comment elle fait pour tenir encore debout, et méfiez-vous de tous les habitants. Ils déduisent que Freyne a écrit cette lettre. Ils cherchent à se souvenir de qui est Heidi, et ils se disent que c'est peut-être la fille du maire. Acario offre finalement sa ceinture à Roman, et surtout, il va se souvenir qu'il détient une boussole étrange. Il décide de s'en servir pour la toute première fois de l'aventure. Il ne sait pas encore comment elle fonctionne. On va voir si vous allez comprendre plus rapidement que lui. Elle indique le nord pour l'instant. Siran insiste pour prendre les animaux avec eux lors de leur départ, mais les autres le raisonnent et refusent de prendre ce risque. Meilin propose un compromis. Elle voudrait convaincre le maire de créer un refuge pour eux dans son village. Nos amis récupèrent Théus et quittent la maison pour se rendre à l'auberge. Ils dérangent le tavernier qui passe le balai. Ce dernier s'inquiétait car ils n'ont pas dormi dans leur chambre la nuit dernière. Nos amis lui demandent de qui il se moquait avec la cuisinière il y a quelques semaines. Il leur avoue qu'il s'agissait de l'un des dockers qui a fait de nombreuses demandes insolites à Heidi. Il les envoie vers elle pour plus de détails. D'ailleurs, en parlant d'elle, il demande si Jeterter connaît un ou une Heidi, et il leur répond qu'il s'agit de la cuisinière. Siran se dit qu'elle a peut-être peur des rats à cause du spaken, mais Roman lui rappelle que c'est un homme qui est le meurtrier. Il décide d'aller la voir pour obtenir quelques ragots. Acario tente de l'amadouer en lui offrant le reste du soufflé corne d'or. Siran la questionne sur la personne dont elle se moquait. Elle répond qu'il s'agit du contremaître. Alors non seulement il y a cette histoire de balcon, mais en plus, il est venu lui demander sa recette de pain alors que lui-même y est allergique. Elle l'a prévenu que ça allait le tuer, mais il a insisté. C'est de cette façon qu'ils auraient pu découvrir comment amadouer le spaken, mais finalement ils en ont pas eu besoin. À présent, ils décident de se rendre à la tour des mages. À peine arrivé, Dalerf vient au-devant de Meilin et l'informe qu'il l'a attendue toute la soirée à l'auberge et qu'elle n'est jamais venue. Pour se faire pardonner, elle l'invite à nouveau le soir même à manger avec elle, mais il reporte au lendemain. Acario éloigne ses compagnons et leur dit qu'il trouve suspect que personne ne soit venu à la maison dans la soirée et que Dalerf avoue qu'il a attendu Meilin à l'auberge. De plus, il devrait sans doute savoir qu'Atilé était attendu à Rocher-sous-Bois par Brimil. Les autres le trouvent un peu paranoïaque et essayent de le rassurer. Meilin se souvient qu'elle a toujours la lettre que Dalerf lui a demandé de remettre à la fille du maire. Elle l'ouvre délicatement, pour la lire, et mettre fin aux soupçons d'Acario. Et voici ce qu'elle découvre. « Ma petite praline, je t'assure que ton père ne sera jamais pour nous. Rejoins-moi demain à l'endroit habituel, et je te ferai oublier tes craintes. » Comme ils ont reçu la lettre la veille, c'est la raison pour laquelle Dalerf ne peut pas être disponible ce soir-là pour un rendez-vous avec Meilin. Il monte directement voir Brimil sans s'arrêter aux autres étages. Meilin lui montre le portrait que Siran a dessiné dans la cave. L'elfe reconnaît Atilé, son ami. Meilin lui annonce du coup sa mort. Brimil leur pose plein de questions tout en pleurant. Et Meilin lui raconte tout ce qu'ils ont découvert dans la maison abandonnée, avec un tact tout à fait relatif.
La mage lui donne la récompense de 10 pièces d'or promise et leur demande de la laisser seule pour qu'elle digère l'information. Devant l'elfe, ils se disputent à nouveau, cette fois-ci sur la répartition des 10 pièces d'or. Cela finit par 3 pièces pour Roman et Maylin et 2 pour les autres. N'osant plus déranger Brimil, ils descendent parler Axbagor. Cette dernière leur demande des nouvelles de sa lettre de recommandation qu'ils ont totalement oubliée. Ils veulent savoir si s'occuper des animaux pourrait intéresser la guilde. La gobeline les renvoie vers Brimil, mais ils préfèrent ne pas la déranger pour le moment. Ils reviennent ensuite devant le bureau du maire. Ils font face de nouveau à Rilol, qui n'a pas spécialement envie de les laisser entrer sans la bouteille promise. Ils hésitent un moment, mais finissent par lui offrir la bouteille trafiquée au lieu des bonnes qu'ils ont récupérées dans la cave. Pour rappel, Maylin avait réussi la falsification de la bouteille, mais raté le mélange qui donnera un goût infect à la boisson. Ils obtiennent le droit d'aller à l'intérieur. Ils demandent si la fille du maire est également présente. C'est le cas, elle est enfermée dans sa chambre par son père, car ce dernier croit qu'elle a trop de petits amis. En parlant de la jeune femme, Rilol en profite pour leur demander s'ils ont réussi à faire quitter le village à Dalerf qu'ils détestent. Ils promettent de se pencher sur la question plus tard. Ils pénètrent dans le bâtiment et décident d'aller tout d'abord faire connaissance avec Matagri Breguet, la fille du maire dans sa chambre. Ils lui livrent la lettre de Dalerf et gagnent 1 pièce d'or en récompense. Matagri voit Théus et lui demande s'il a avancé dans la mission qu'elle lui a confiée. Comme il répond négativement, elle informe les autres qu'elle souhaite obtenir des coquillages de la plage pour se fabriquer un nouveau collier. En parlant avec elle, ils apprennent qu'elle a également une relation avec le contremaître. Elle leur apprend que tous les dockers portent le bijou en forme d'encre qu'ils ont trouvé. Ils continuent de la questionner et apprennent sa relation avec Rilol, le garde à la porte. Elle leur informe qu'elle aura 3 missions en tout et que s'ils les réussissent, elle leur offrira un cheval. Pour l'instant, elle veut déjà les coquillages. Akario sort sa boussole par curiosité et cette dernière pointe vers le nord-ouest, c'est-à-dire le bureau du maire. Ils s'y rendent juste après. Pepalo Breguet, le maire, les accueille un peu froidement au début. Il n'aime pas être interrompu dans son travail. Mais les aventuriers ne se laissent pas démonter et s'imposent pour avoir leur entretien. Il l'informe qu'ils ont été missionnés par radio pour le problème de la maison. Maylin lui fait un compte-rendu de la situation. Le maire est atterré par la nouvelle. Il a peur que cela fasse une mauvaise image à la ville. Il n'est pas rassuré de s'en prendre aux dockers pour arrêter leur chef. Alors, Roman et Akario se proposent de le faire pour lui. Maylin demande tout de même un papier de sa part pour indiquer qu'ils iront sur les quais sur son ordre afin de ne pas être obligés d'énerver encore plus Gurbag, le géant, qui ne voulait plus les voir là-bas. Le maire leur demande des preuves. Il accepte la lettre de confession qu'ils ont trouvée, mais n'est pas certain qu'il s'agit de l'écriture de Mécan, qui par ailleurs est également son ami, et quelqu'un qui lui rapporte beaucoup d'argent grâce à sa bonne gestion des quais. Ensuite, Maylin l'informe de la découverte des animaux légendaires. Le maire n'est pas rassuré qu'il n'ait pas été tué. Notre elfe évoque l'idée qu'il fasse construire à Rocher-sous-Bois un zoo ou un refuge pour eux. Pepalo est atterré à l'idée de dépenser autant d'argent, mais Maylin lui fait miroiter la rareté de ces animaux et qu'il pourra faire payer l'entrée pour s'enrichir. Roman lui promet également de faire de la publicité tout au long de leur voyage. Spoiler, je crois qu'ils l'ont pas fait plus de 2 fois tout au long de la campagne. Maylin explique le régime alimentaire des 3 animaux au maire. Siran lui demande s'il aurait besoin d'aide pour quoi que ce soit en échange de la baisse des impôts de l'aubergiste. Pepalo n'est pas très motivé, mais Roman le convainc de faire un geste, car l'auberge sera bientôt pleine grâce au tourisme des animaux légendaires. D'ailleurs, en parlant d'argent, les aventuriers aimeraient toucher la récompense promise à Adio concernant le mystère de la maison abandonnée. Malheureusement, le maire avait prévu de le payer en faisant construire la statue que le retraité lui réclamait depuis un moment. Akario propose de changer la récompense par 3 chevaux. Le maire trouve que ce n'est pas à son avantage, car, habituellement, il les vend environ 15 pièces d'or chacun. Après mûre réflexion, le maire leur propose un marché. Il a 4 petites tâches à accomplir. À chaque tâche, un cheval sera offert. L'une d'entre elles sera de finir complètement la mission de la maison en allant arrêter à sa place le contremaître. Sinon, l'apothicaire lui doit 11 pièces d'or de retard d'impôt qu'il faudrait aller récupérer. Il aimerait également trouver la liste des personnes que sa fille fréquente afin de leur faire quitter la ville. Pour finir, il voudrait qu'Heidi concocte un axolot léger rôti au four. C'est son plat préféré, mais cela fait trop longtemps qu'il n'en a pas mangé. Avant de partir, Maylin utilise son pouvoir pour gagner 5 pièces d'or. Il quitte la mairie et décide de se réunir pour parler et choisir quelle tâche accomplir. Siran et Roman n'ont pas envie de faire la liste des amants de Matagri. C'est sa vie privée qui ne regarde pas son père.
Ils veulent commencer par l'apothicaire, mais Acario refuse de les suivre. Il ne veut pas entacher sa relation avec lui et laisse donc les autres y aller seuls. Ils se rendent au bouillon maudit pour collecter les 11 pièces d'or. Herman ne les a pas. Il leur dit qu'il en possède 6, ce qui correspond à l'argent dépensé par les aventuriers lors de leur précédente visite. Roman échoue à l'intimider, et ils ont beau tenter de négocier avec lui, ce sera à eux de fournir les 5 pièces d'or en achetant des potions s'ils veulent remplir cette mission. Siran lui prend donc 2 potions des ancêtres. Meilin tente de lui dérober d'autres potions mais échoue. Heureusement, le marchand ne l'a pas remarqué. Ils rejoignent Acario à l'extérieur et s'aperçoivent qu'ils ont une nouvelle fois oublié de chercher la bague. Mais tant pis, ils se rendent sur la plage à côté des quais. À peine arrivés, Gurbak vient à leur rencontre. Il les avait prévenus de ne plus jamais s'approcher de son lieu de travail. Ils sortent immédiatement le papier que le maire leur a remis et leur donne carte blanche dans leur enquête. Gurbak se radoucit, mais il leur pose quand même des questions sur leur mission. Une nouvelle fois, il raconte toute l'histoire de la maison abandonnée. Gurbak devient de plus en plus blanc à mesure qu'il les écoute, mais il leur annonce aussitôt une mauvaise nouvelle. La veille, juste après leur départ, le contremaître était très perturbé. Il l'a entendu murmurer une phrase du style « Comment ils ont su pour le corps ?» Puis il a rassemblé ses affaires et il est parti. Depuis, il ne l'a pas revu. Il a pris un cheval et il a une journée et demie d'avance sur eux. Les aventuriers sont dépités. Non seulement ils voulaient absolument confronter Mécan, mais, en plus, cela leur ferme une des missions demandées par le maire pour obtenir un cheval. Malgré tout, il y a un aspect positif à toute cette histoire. Gurbag les pardonne pour leur incursion de la veille sur les quais. Roman, prévoyant à l'avance les problèmes que pourrait avoir Heidi la cuisinière, demande au contremaître si c'est facile de se procurer de l'axolote. Gurbag lui répond que c'est une denrée commune et qu'il peut en trouver facilement un peu partout sur Morentia. Gurbag les laisse et il ramasse une dizaine de petits coquillages pour la fille du maire. Acario sort sa boussole qui indique le nord. Roman pense à chercher la bague sur la plage mais elle n'y est pas. Siran et Acario ramassent une poignée de sable. Roman leur donne une fiole vide chacun pour le contenir. Je n'ai aucune idée de la raison qui les pousse à faire ça, mais j'ai appris à pas poser de questions. Ils décident ensuite d'aller refouiller le bureau du contremaître. Gurbag leur déverrouille la porte. Roman coupe le fil qui piégeait la clé qu'ils avaient trouvée. En l'examinant, ils découvrent qu'il s'agit de l'une des clés qui ouvrait l'un des 4 coffres de la maison abandonnée. Acario la prend, même s'ils ont déjà crocheté toutes les serrures qui pourraient correspondre. Siran et Acario se plongent dans les manifestes, mais il y a trop d'abréviations de marins et ils n'y comprennent pas grand-chose. Meilin songe à voler la bouteille de rhum, mais elle s'aperçoit qu'elle appartient à Gurbag, et finalement, du coup, elle se ravise. Ils repartent en laissant le pauvre géant désemparé. Ils reviennent à l'auberge et se dirigent immédiatement vers la cuisine. Ils demandent à Heidi de cuisiner un axolote léger rôti au four. Elle en serait enchantée, mais elle a besoin d'une bouteille de vin appelée « Lever de soleil bleu ». Or, c'était Freyn, à l'époque, qui lui en fournissait. Mais depuis qu'il est parti, elle n'en a plus. Ils sortent les bouteilles de vin qu'ils ont trouvées dans la cave de la maison abandonnée. Acario avait pris une bouteille de braise aux amandes. Elle les informe que c'est un vin succulent, mais il n'est pas fait pour être mélangé à l'axolote. La bouteille de Siran, elle, c'est du pop de cerise. Ils n'ont donc pas ce qu'il faut pour le plat. Ils savent qu'il reste beaucoup de bouteilles dans la cave et se disent qu'ils vont à nouveau devoir replonger pour aller en rechercher. Siran lui demande comment conserver le corps d'un animal mort. Pensant à de la nourriture, elle propose du sel. Ils se réunissent dans la cour et Siran s'explique. Il voudrait que le corps de l'elfe reste en bon état pour Brimil, mais les autres préfèrent trouver un moyen de le remonter plutôt que de le conserver. Ils retournent à la maison abandonnée. Ils observent l'eau, n'ayant aucune envie de se noyer à nouveau. Ils cherchent une façon de remonter le corps sans risquer encore plus leur vie. Ils regrettent de ne pas avoir pris de corde, mais Romaine se rappelle qu'il y en a une en bas, où des vêtements séchaient. Meilin plonge, mais elle appréhende tellement qu'elle se paralyse une fois dans l'eau. Et il arrive exactement la même chose à Acario. Bon, comme j'ai pitié, je leur conseille d'envisager un peu de créativité pour obtenir des bonus à leur jet. Du coup, Roman enlève son armure, son arme, il se mouille la nuque et les parties de son corps pour éviter un choc thermique. Il plonge ensuite et enfin, il réussit à nager comme un petit poisson jusqu'à la cave. Notre guerrier récupère toutes les bouteilles de vin qu'il reste. Il y a 4 bouteilles de braise aux amandes et 2 bouteilles non identifiées. Roman va chercher Attilé et l'approche de la trappe. Il prend la corde à linge et l'attache au corps. Il garde un morceau de corde en main et remonte sur le quai. Tout le monde aide à tirer la corde et ils arrivent à remonter l'elfe sans souci jusqu'à eux. Roman remet ses affaires, heureusement il les a pas oubliées sur le ponton, et il donne les bouteilles inconnues à Acario, puis part avec Meilin rendre le corps à Brimil
tandis que les deux autres, avec Théus, vont à l'auberge déposer les ingrédients. Notre pirate et notre érudit sont de retour dans la cuisine. Ils offrent l'une des deux bouteilles. Heidi est toute heureuse car il s'agit bien de lever de soleil bleu. Elle annonce un grand festin pour le soir même d'axolotes légers rôtis au four où toute la ville sera invitée. Pendant ce temps, Maylin et Roman sont de retour devant Dalerf. Ils lui annoncent qu'ils ont remis sa lettre à la fille du maire. Ils récoltent 2 pièces d'or pour leur peine. Ils montent ensuite voir Brimil au dernier étage. Ils déposent le corps, l'elfe en est très reconnaissante. Elle identifie à nouveau Attilé pour que plus personne n'ait de doute. Sans aucun tact, ils sautent du coq à l'âne pour lui parler des animaux légendaires découverts dans la maison. Ils lui expliquent ce qu'ils ont proposé au maire pour ces animaux, mais ils aimeraient que la guilde veille également à leur bien-être, car seuls les profits intéressent le chef du village. Vu qu'ils évoquent sa cupidité, elle leur rappelle son offre de faire couler la guilde des commerçants de Puermotejas en échange de la recommandation pour Sbagor. Ils tentent de négocier les termes, mais Brimil reste inflexible. Elle signe la lettre et leur donne, puis les informe qu'elle surveillera s'ils ont accompli leur part du marché. Et voilà, c'est la fin de la session. Nos joueurs ont bien avancé. Vont-ils respecter leur promesse de couler la guilde des commerçants de Puermotejas ? D'ailleurs, vont-ils arriver un jour à Puermotejas ? Reverra-t-on bientôt Mekan Valin, le contremaître ? Les animaux légendaires connaîtront-ils de meilleurs jours ? Nous le saurons bientôt.